vous avez compris, c'est quoi la spectroscopie? Eh bien justement, j'ai un passage sur la spectroscopie. On nous dit que la spectroscopie est l'étude expérimentale du spectre d'un phénomène physique, c'est-à-dire de sa décomposition sur une échelle d'énergie. Il existe plusieurs types de spectroscopie. L'infrarouge, l'UV visible, le Raman et enfin la fluorescence. L'infrarouge et le Raman sont des spectroscopies vibrationnelles. Et l'UV visible est une spectroscopie d'absorption. Enfin, la fluorescence est une spectroscopie d'émission. Mais comment on différencie les différents types de spectroscopie? Ce que j'ai compris, c'est qu'en fonction de la gamme de longueur d'onde, on utilisera une spectroscopie plutôt qu'une autre. Par exemple, ici dans ce schéma, lorsque la longueur d'onde est comprise entre 10-10 et 10-8 mètres, on utilisera la spectroscopie ultraviolette. Par contre, lorsque la longueur d'onde est comprise entre 10-6 et 10-4 mètres, comme tu le vois ici, on utilisera la spectroscopie infrarouge. Chaque spectroscopie s'appuie sur un phénomène différent en fonction de ce que l'on souhaite mettre en évidence. Mais moi, je voudrais plutôt m'intéresser à la spectroscopie Raman. Qui est ce monsieur? D'après ce que j'ai appris, Raman a été le premier à s'intéresser au phénomène de diffusion inélastique, c'est-à-dire avec un échange d'énergie. La spectroscopie Raman permet d'étudier les modes de vibration d'une molécule. Il y aura modification de la fréquence et donc modification de l'énergie. Comment ça? J'ai pas compris. Bon alors attends. Tu te rappelles de la formule E égale à H mu? Oui. Tu as E l'énergie, H la constante de Planck et mu la fréquence. Donc si tu auras modification de la fréquence, donc forcément tu auras modification de l'énergie de la lumière incidente sur la molécule. Ah oui, j'ai compris. Expliquons ceci avec un schéma. On a n égale 1 qui correspond au niveau fondamental. Quand le photon incident arrive, il y a un phénomène d'absorption. On a ensuite l'émission d'un photon diffusé. Le photon diffusé a moins d'énergie que le photon incident. Cette différence est due à la vibration des liaisons moléculaires. Mais expérimentalement, en quoi consiste cette technique? Allons nous renseigner. C'est ici, à l'Université Paris 13, que des enseignants-chercheurs étudient une technique appelée la spectroscopie Raman. Allons en savoir un peu plus auprès d'un doctorant. Vous avez devant vous un spectromètre Raman. Le dispositif est très simple si on le regarde de loin. Vous avez un laser qui vient exciter votre échantillon. Ici, le laser est à une longueur d'onde de 633 nanomètres. Ensuite, la lumière diffusée par l'échantillon est récupérée par l'optique et est envoyée vers un spectromètre. Et ce spectromètre vous donne accès à un spectre de diffusion Raman de votre échantillon. Sur le spectre, il vous est représenté l'intensité CERS en fonction du décalage Raman. J'utilise le thiophénol comme molécule sonde parce que c'est un analyte qui est une forte section efficace de diffusion Raman et qui s'accroche bien à l'or et aux autres surfaces métalliques. C'est donc un bon candidat pour tester un capteur CERS. Il existe une autre méthode beaucoup plus efficace qu'on appelle CERS, Surface Enhanced Raman Spectroscopy en anglais, qui signifie spectroscopie Raman exaltée de surface. Avec cette technique, le signal du spectre Raman est amplifié par rapport à la spectroscopie Raman classique, ce qui va permettre de détecter des molécules avec des concentrations extrêmement faibles. Pour cela, les molécules doivent être déposées sur des nanoparticules. Au sein du laboratoire CSP-BAT, les chercheurs utilisent des nanoparticules obtenues par lithographie, technique que vous avez dû voir dans la vidéo 1. Comparons maintenant la spectroscopie Raman classique avec la CERS. En spectroscopie Raman classique, lorsque nous allons envoyer le laser sur la protéine, nous allons voir que le signal sera faiblement détectable. Alors qu'en CERS, lorsque nous allons envoyer le laser sur la protéine et sur la nanoparticule, nous allons voir que le signal sera détectable. Donc on pourrait dire que la CERS serait beaucoup plus efficace que le Raman, puisqu'on pourra détecter des molécules avec des concentrations extrêmement faibles. Enfin, nous avons la formation de plasmon ici. Plasmon, c'est la partie que Chichi vous avait expliquée dans la vidéo 1. Je suis professeur en physique à l'Université Paris 13 et je travaille au laboratoire de chimie, structure, propriétés des biomatériaux et agents thérapeutiques sur le domaine de la physique, de l'optique et de la nanophotonique. C'est-à-dire qu'on essaye d'utiliser les nanotechnologies pour créer localement des sources de lumière qui vont ensuite être utilisées en spectroscopie. Alors actuellement, nous sommes en train de développer un capteur de maladies en essayant de détecter des biomarqueurs de maladies. Et à partir de ce moment-là, on va essayer d'utiliser ces méthodes
pour faire du diagnostic de maladie. On utilise à ce moment-là justement des propriétés optiques particulières des nanostructures, des nanoparticules métalliques, pour essayer de faire ce diagnostic. Donc la diffusion Raman exaltée de surface, qui est plus connue sous le nom de CERS en anglais, est en fait une technique qui permet d'augmenter le signal Raman, donc le signal spectroscopique de molécules qui sont déposées à la surface de nanostructures. En fait, on va utiliser les propriétés optiques spécifiques de ces nanostructures qui vont interagir avec la lumière d'un laser. Ce laser donc, va exciter ces nanoparticules et localement, on va avoir une augmentation du signal. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on va créer en fait une nanosource locale de lumière qui va exciter des molécules. Ces molécules vont interagir avec cette lumière et donc vont à ce moment-là émettre un signal spectroscopique, donc un signal Raman dans ce cas-là, qui va être augmenté. Et à partir de ce moment-là, comme il est augmenté, il sera plus facile à détecter. Alors le gros intérêt de la technique CERS, c'est d'être capable d'augmenter le signal des molécules. Le signal qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle le signal Raman, qui est en fait un signal vibrationnel, c'est-à-dire qu'il est lié directement aux vibrations des molécules, et ces vibrations sont liées à la structure de la molécule. Donc le spectre Raman d'une molécule est en fait, peut être considéré comme une signature spectrale de la molécule, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour identifier cette molécule. Donc à partir du moment où on va pouvoir exalter ce signal, donc augmenter ce signal, on va être capable d'identifier ces molécules à une très faible concentration, c'est-à-dire à des concentrations qui sont très faibles, et donc des quantités qui sont de l'échelle de quelques milliers de molécules. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on peut avoir potentiellement une détection sur des concentrations extrêmement faibles. Alors, l'inconvénient de cette technique, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir des nanostructures, et donc que ça demande des techniques spécifiques qui peuvent être coûteuses pour produire ces nanostructures. On a compris ce que c'était la spectroscopie Raman et notamment l'importance de cette technique pour étudier les molécules comme le thiophénol. Cette technique permet aussi d'être appliquée à la détection précoce des marqueurs biologiques. Maintenant que vous en savez plus sur l'utilisation des nanoparticules grâce à différentes techniques abordées, ça vous dirait de faire un quiz pour voir si vous avez bien retenu ?